Toutes nos excuses pour le léger retard accusé ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue au rendez-vous du donner et du recevoir sur Info Télévision. Le grand soir prend son envol pour cette quatrième sortie de la semaine. On aura encore l'opportunité de parler des problèmes qui font l'actualité dans l'ensemble du triangle national. Lorsqu'on parle d'actualité, on parle du Nozo. On le sait, annoncé pour être reconstruit depuis le lendemain du grand dialogue national. Cette reconstruction peine à se mettre en place. Il y a quelques jours encore, celui qui avait été désigné, à l'occurrence Paul Tasson, était encore dans cette partie du Cameroun pour relancer et remodifier le plan de reconstruction du Nozo, une reconstruction qui devient un véritable serpent de mer. On va questionner ce qui entoure justement l'éternelle reconstruction du Nozo dans le cadre de cette émission. On parlera également ce soir de la dégradation de nos routes au Cameroun. Comment ne pas le constater à travers, bien sûr, les véhicules que nous empruntons et le quotidien des Camerounais. Et on va questionner les responsabilités ce soir. À qui la faute lorsque l'on a des routes de mauvaise qualité, comme c'est le cas en ce moment dans l'ensemble du triangle national. Merci de nous faire confiance. Installez-vous confortablement. Juste le temps d'un détour. On dit bonsoir à notre panel. Vous l'avez, et je prends toujours beaucoup de plaisir à le réitérer, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'occasion de vous connecter à nous, d'apporter votre contribution tout au long de cette émission. Alors n'hésitez surtout pas, peu importe où vous trouvez en ce moment, géographiquement parlant, Info Télévision est à portée de main, à portée d'un clic, tout simplement. Une fois que je l'ai dit, je vais réaccueillir notre rendez-vous prévu depuis hier, le procès Sanga Obama, je le disais encore avec beaucoup de sourire, je l'ai retrouvé, je jouis d'abord de lui correctement et puis on va souffler. C'est encore un bonheur de vous accueillir ce soir, bienvenue. Merci Rosalie, je dis bonsoir à tous les copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. On l'accueille également avec beaucoup de plaisir, Jean-Colin Desfossouquin. Lorsque moi je parle de route, de transport, j'ai toujours beaucoup de plaisir à l'appeler sur ce plateau, puisqu'on le sait, il est le président du Synester, c'est le syndicat national des transporteurs terrestres du Cameroun. Ils vivent également ce calvaire dans leur chair, donc on va avec lui éplucher encore plus cette deuxième thématique, et bien sûr sans oublier la première qui intéresse tous les Camerounais. Président, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Rosalie Guestelé, bonsoir à tous les Camerounais, tous ceux qui nous regardent ce soir, bonsoir mes copanélistes et merci pour l'invitation. Mais je ne veux pas chuter sans déjà en réalité regretter le fait que dans notre secteur d'activité aujourd'hui, Rosalie, il y a pratiquement ce qu'on peut appeler la recrudescence de l'insécurité. Beaucoup de taximens sont aujourd'hui assassinés, leurs voitures, n'est-ce pas, arrachées pour passer, n'est-ce pas, la nuit et même certains jours à commettre des forfaits. Et sincèrement, nous sommes déjà pratiquement en train de compter près de 7 taximens qui ont été assassinés. Les véhicules, n'est-ce pas, arrachés pour commettre des forfaits dans la ville. Ah d'accord. On les tue, on prend le taxi et puis on s'en sert pour agresser les Camerounais. Pour agresser davantage de Camerounais. D'accord. Et il n'y a pas simplement dans le monde des taximens, dans les motos taximens, où on a des intrus qui utilisent la moto pour agresser et même assassiner les Camerounais. Donc notre métier aujourd'hui est extrêmement poreux. Aujourd'hui ouvert aux tout venants. Il me semble qu'il est bon que j'en parle pour que nous, les Camerounais, comprenions qu'on fait le transport dans un pays, c'est une activité régalienne, c'est une activité, n'est-ce pas, très sensible, par laquelle l'insécurité peut facilement atteindre les citoyens. Et il me semble qu'il est bon que gouvernants et syndicats s'assoient pour ensemble trouver des solutions pour épargner notre cette activité de ces personnes peu recommandables qui ont utilisé notre profession, n'est-ce pas, pour commettre des forfaits contre les Camerounais. On fait ça comment si c'est des bandits qui ont arraché le véhicule, après je suppose on change la plaque d'immatriculation, on fait comment pour, parlant du gouvernement que vous appelez à la rescousse, leur intervention sera à quel niveau? Écoutez, vous savez, lorsqu'un métier devient poreux, ça devient que n'importe qui peut y accéder sans limite. Oui. Il n'y a pas de barrière. C'est-à-dire qu'on peut quitter Douala à 6 h du matin, on arrive à Yaoundé à 10 h et à midi on est déjà taximan. Pourtant, en réalité, on a ensemble convenu que pour être taximan dans la ville de Yaoundé, il faut avoir, les documents requis. Ce qui est déjà pratiquement un investissement. Ce qui est déjà un effort. Une fois qu'on a les documents requis, on se rend dans son syndicat. Et pour obtenir un badge d'identification qui fait que chaque fois qu'il y a insécurité, on peut facilement repérer celui qui l'a fait. Déjà que le client même
peut déjà, à partir de son taxi, savoir exactement qui est en train de le transporter. D'autres, si l'aventure, il y a un problème, alors il peut facilement, n'est-ce pas, se retrouver. Maintenant, si on retrouve donc quelqu'un au volant d'un taxi sans badge d'identification, ça veut dire que c'est un taxi dangereux. Et si maintenant, on retrouve un taximan qui a un badge d'identification et qui est plutôt un bandit, une fois qu'on l'a repéré, il ne sera plus jamais un taximan. Parce que son nom va apparaître à notre fichier et tout de suite, on va l'exclure complètement de la profession. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune barrière qui fait que n'importe qui peut se retrouver au volant d'une moto, n'importe qui peut se retrouver au volant d'un taxi. Merci d'être encore là, Président. On va sûrement parler des routes tout à l'heure, hein, avec tout ce que ça implique comme corollaire. Bonsoir Emmanuel Mbenoun, hein, on le rappelle pour les Camerounais, vous êtes Sénacom adjoint, donc secrétaire national à la communication adjoint de l'UDC. C'est un plaisir de vous accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Merci Rosalie, merci à tous mes panélistes. Je dis un salut à tous les militants de l'Union démocratique du Cameroun et je vous remercie pour l'invitation et que Dieu bénisse ce studio. Merci. C'est vrai qu'avant de rentrer dans cette émission, une fois n'est pas coutume, j'ai difficilement des coups de gueule dans cette émission, mais j'ai un gros souci avec les sociétés de transfert d'argent. Certaines sociétés de transfert d'argent. On a souvenance quand même que Express Union nous a fait couler beaucoup de colère dans les bureaux ici, avec des problèmes de virgule sur les noms des gens, des accents aigus, et qu'on finisse aujourd'hui sans mordre les doigts, puisque les Camerounais épuisés ont fini par se chercher, comme on dit souvent communément au quartier, et à chercher un service un peu plus fluide. MoneyGram est justement dans la même trajectoire aujourd'hui pour ce qui est des transferts internationaux. Pour une virgule, on est capable de vous faire entrer, demander à rappeler pour qu'on modifie la virgule avant de vous donner. Pourtant, on a tous les données. Hein. C'est-à-dire, vous êtes debout, on a tout, on a votre carte d'identité, on a votre photo, on a le nom. Peut-être parce que je prends un truc bête. Rosalie Guesselet, épouse Haïssi. Si on a écrit Rosalie Guesselet, épouse Haïssi, on dit que ce n'est plus toi. Du coup, on te fait un procès où on te dit non, on a mis Guesselet, épouse Haïssi, comme on a oublié Rosalie là. Il faut que tu rappelles de l'autre côté qu'on a écrit Rosalie et puis tu reviens te tenir. C'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, Express Union prend sans hésitation. Parce qu'ils ont vu la perte dans les caisses. Et je crois que si MoneyGram a décidé aussi de jouer le petit jeu, ce qui est bizarre, c'est que la même écriture se fait sur tous les autres. Il n'y a jamais de problème. Que ce soit Weston, sans publicité, Aria et tout le reste, Rollmeet, il n'y a pas de souci. Mais avec MoneyGram, ils sont en train de nous amener exactement le même cinéma qu'Express Union nous a livré au Cameroun il y a quelques années et qui a fini par leur coûter cher. J'espère qu'ils vont rectifier cette façon de fonctionner parce que quand on m'en parlait, je ne croyais pas. Alors, vous, on a seulement regardé le nom. Moi, on m'a demandé ce que j'allais faire avec l'argent. Ah oui, on m'a aussi posé la question. On m'a demandé ce que j'allais faire. Justement, ce que j'allais faire avec pourquoi de l'argent? J'ai écrit boire de la bière. Sérieusement? Ne me donnez pas de l'argent parce que je vais boire de la bière et puis je vais voir comment vous allez garder mon argent. Bon, alors, la dame, elle s'est mise seulement à rire. Je dis, mais c'est insensé. Demandez peut-être déjà la provenance de l'argent, ça vous regarde. Oui, on peut le comprendre. On peut comprendre qu'on a peur oui. Peut-être du terrorisme, du financement du terrorisme. Encore qu'on ne finance pas le terrorisme avec 100 000 francs. Ou 50 000 ou 200 000. Mais qu'on en vienne à me demander, à moi, un adulte, ce que je vais faire avec de l'argent. À quoi c'est censé servir cet argent? Je trouve que c'est injurieux. Il faut que tu écrives, non, la maladie, non, la famille. Et quand tu dis la famille, on te dit la famille comment? Mais c'est incroyable. Moi, j'ai été scandalisé. À un moment, j'ai dit, appelez-moi le responsable de cette agence. C'est quoi cette affaire? Non, c'est même pas l'agence. C'est quoi? C'est le principe. C'est le principe, apparemment. C'est ce qu'ils ont essayé de m'expliquer de tous les services qu'ils ont. C'est le principe de ce service-là qui est aussi compliqué. Et s'il te plaît, si on a engagé à te traiter le dossier ici, si on ne réussit pas à s'entendre, tu changes d'agence. Là-bas, c'est bloqué partout. Ah bon? Ah oui, c'est bloqué partout. Il faut à tout prix que tu t'entendes avec l'agence où tu as eu la bagarre.
Tant que tu ne t'entends pas avec cet agent, mais c'est incroyable. Est-ce que c'est la même chose de l'autre côté de l'Occident? Est-ce qu'ils se comportent de la même manière avec leurs clients? Je ne crois pas, puisqu'on est parti rectifier sans aucun frais et sans souci. Au point où de l'autre côté, on m'a envoyé un document pour demander les excuses que non, ça ne devrait pas être ça. Donc ça veut dire que c'est chez nous en Afrique, comme nous sommes ce que nous sommes, on vient appliquer tout ce qui est lugubre dans ces pays africains pour dire que non, on ne connaît pas les choses modernes. Donc chez nous là, on va te demander si tu vas dormir avec ton agent, si tu vas te rouler avec l'agent là dans ton lit, à quoi, comme le professeur dit, est-ce que tu vas boire la bière avec? Il faut que tu ailles te justifier. Pourquoi on te remet 50 000? On peut penser que c'est des épiphénomènes, hein, parce que on a des grosses sociétés téléphoniques qui font quand même aujourd'hui des transferts d'argent avec des sommes substantielles. Donc on ne peut pas, comme le professeur dit, pour une somme de 100 000 francs, demander à un qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Pas. On peut comprendre que les gens prennent des mesures aujourd'hui eu égard à beaucoup de mots que vivent notre société. On veut avoir une traçabilité de l'origine de l'argent et de ce que les gens font avec l'argent. Mais je crois que c'est quand les sommes sont à un exorbitantes. Si on me voit venir me tenir pour dire qu'on vient de m'envoyer 5 millions, 10 millions, je ne sais pas moi quoi, 1 milliard. Encore même que 5 millions, c'est rien. Non, je dis même parce qu'on peut se dire que bon, une journaliste... 5 millions, il faut qu'elle explique peut-être l'origine. Pourquoi pas? C'est l'origine, c'est la personne qui envoie, qui doit justifier pourquoi il envoie de l'argent. Moi, j'ai eu ce problème dans une banque, de la place que je ne vais pas nommer, peut-être... prochainement, je vais la nommer puisque les faits sont là. Justement. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait? On me dit, la première fois que c'est un envoi, je ne vais pas cacher, c'est dans les 12 millions. La personne construit sa maison ici. Et donc, on peut envoyer 12 millions. Voilà. Première fois, je retire l'argent sans histoire. On a seulement justifié la provenance. La deuxième fois, on me dit, il faut justifier. Je dis, mais je vous ai déjà produit les justificatifs de la personne. C'est un chef d'entreprise aux États-Unis. Et 12 millions, c'est rien là-bas. C'est-à-dire que il fait quoi avec cet argent? Je dis, bon, il construit. Est-ce que vous pouvez prouver qu'il construit? Je produis le plan de la maison certifié par l'architecte. Je dis, bon, voici le plan de la maison, voici la maison qu'il est en train de construire. Et heureusement, j'avais même le devis. J'ai produit le devis. Je dis, ben, est-ce que vous avez encore besoin de ça? On me dit, ok, oui, repassez. Bref, on m'a tourné pendant plus de 3 mois. 3 mois. Et c'est lui qui... Bon, alors, je lui ai dit à un moment donné, ok, puisque je ne peux pas recevoir cet argent, retournez-le à l'expéditeur. On dit, ok, oui, on va voir. 2 mois après, est-ce que vous avez retourné l'argent? On dit, demandez à l'expéditeur de nous écrire, de lui retourner de l'argent. Je dis, mais attendez. Le problème, c'est quoi? Bref, quand on me fait... l'expéditeur me demande, calcule bien, est-ce que ça n'a pas déjà fait 3 mois? J'ai dit oui, ça fait 3 mois. Il me dit c'est le temps d'un placement. Donc en fait, c'est de l'escroquerie. On avait placé cet argent, on a tourné avec, et puis on m'a remis le capital après avoir fait engranger les bénéfices. Donc il y a aussi des stratégies malhonnêtes pour utiliser l'argent des gens comme ça là pour ce que vous dites, ça va au-delà des simples agents de transfert d'argent. Je dis même les banques, je peux nommer la banque. Justement, l'agent s'était logé dans une banque. Donc, c'est le service MoneyGram, mais c'est dans une banque. C'est dans une banque que je me suis rendu pour retirer cet argent. Donc, lorsque vous expliquez de cette manière-là, je comprends. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'on va passer... De toute façon, je voulais juste faire comprendre qu'il faudrait qu'il commence à lever un peu le pied avec ces limitations de mouvement-là, parce que sinon, ils auront beaucoup de mal à survivre au Cameroun. Nous, on n'aime pas les choses qui font mal à la tête. Et il y a beaucoup de concurrents dans leur secteur, contrairement à Express Union, qui était un service camerounais qui a été secoué un peu par les autres structures de téléphonie mobile, qui a même été très secoué. Aujourd'hui, quand tu arrives là-bas, même si on a écrit Rosalie Guessel, on n'a pas mis à ici, on me donne l'argent. C'est-à-dire, on respire, on ne me demande plus que sur votre carte d'identité, on avait ajouté que non, on ne me demande plus. La concurrence, on dit seulement que madame prenait l'argent, partez.
comme ceux-là veulent commencer le même cinéma, je crois que quand on va véritablement s'énerver, ils comprendront qu'on ira faire le service dans d'autres agences également, et après ils vont fermer au Cameroun. Il faut vraiment revoir ce processus-là parce que ça commence à faire. Lorsqu'on m'en parlait, moi je ne croyais pas, j'ai pas l'habitude d'utiliser cette méthode-là. Mais pour une fois, parce que c'est la deuxième fois que j'y vais, la première fois j'ai banalisé. Mais quand ça s'est reproduit, j'ai dit mais il y a un problème. Je ne demande plus comment avoir de l'argent par Express Exchange. Oui, voilà également ceux qui font mal à la tête. On les avait oubliés ceux-là, Express Exchange. C'est le bon côté de la concurrence. De la concurrence. C'est-à-dire si un opérateur vous fait des misères, vous pouvez migrer. Je pense que c'est comme la banque, parce qu'à l'époque, la banque, ils avaient le monopole. Ils avaient le monopole. Voilà, c'est pour ça qu'ils nous faisaient. Ils nous torturaient. Oui, c'est ce que nous fait même certaines sociétés ici, comme Eneo. Si on ouvre la concurrence. Même Orange nous font des misères. Vous allez voir ils s'entendent pour nous torturer. Si vous ne me donnez pas le courant, je vais chez quelqu'un d'autre, il me donne. Et puis, En tout cas, j'avais besoin d'en parler à l'entame de cette émission. Ce qui est sûr, c'est que j'espère que vraiment ils vont revoir le service rendu aux populations camerounaises. Nous ne sommes pas des animaux, on sait très bien ce qu'on peut valider ou pas, on sait ce qu'on peut accepter ou ne pas accepter. Ne me demandez pas ce que je vais faire avec mes 50 000. Donnez-moi mon argent. Si vous voulez demander l'origine, déjà à la base, de l'autre côté, on vous dit d'où ça vient. Et ce qui est pire, c'est la qualité des hôtesses. C'est-à-dire, les histoires qu'on perd les membres de la famille, on met sur des comptoirs, c'est incroyable. Le document est écrit que Abidjan, c'est dans quel pays? Côte d'Ivoire. On me demande encore que le pays là, c'est où? Et j'écris CIV, et elle me dit CIV signifie quoi? C'est impensable. Et voilà quelqu'un qui est dans un guichet, dans une banque, en train de recevoir toute catégorie de citoyens. Ça veut dire que toi-même, tu ne connais pas comment on abrège les villes, les pays, tu ne sais rien, mais tu es assis là. Dès qu'on te dit CIV, tu peux demander au chef. Le niveau de culture, CIV là, non, c'est pas normal. Ça montre un peu la qualité aussi de l'entreprise. Franchement, il faudrait que les gens arrêtent un peu avec cette affaire de mettre des gens par affinité, par relation. Ça nous donne ce genre de service. Tu pars quelque part, tu dois commencer à expliquer à une fille la géographie. Madame, quand on écrit comme ça, c'est telle ville. Quand on met comme ça, c'est tel pays. Ah, ok, excusez-moi, madame. J'ai terminé avec vous pour aujourd'hui. J'avais besoin de libérer ça. Et maintenant, on va rentrer dans cette émission. C'est très important. On va parler du Nozo. Du Nozo ce soir, il se trouve, je le disais à l'entame de cette émission, on nous a annoncé, là je prends la date où on disait qu'on lançait la reconstruction, c'était en 2023, en décembre, on a dit on lance, donc ça veut dire que quand on dit on lance, c'est que l'argent est là. Et puis en janvier 2024, on a dit que plus de 200 milliards pour soutenir la reconstruction des régions sinistrées en 2024, et puis il y a quelques jours, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent assez. Qu'il y a moins de 54 milliards rassemblés pour la reconstruction. Du coup, il faut revoir un tout petit peu la reconstruction qui était annoncée. Je ne sais pas si c'est au rabais ou si c'est les plans qu'il faut revoir, professeur. Du coup, nous, on est un peu perdus. On reconstruit ou on ne reconstruit pas? On va finir par le faire ou pas? On a beaucoup de questions qu'on se pose et avec vous, on a envie d'essayer de fouiner un tout petit peu dans cette réalité-là, puisqu'on nous a annoncé que c'était un processus urgent pour permettre aux populations du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun de reprendre le cours de leur vie. Aujourd'hui, on en est à se poser des questions. Oui, on ne peut que se poser des questions. Parce qu'il faut se dire que dans notre cher et beau pays, nous avons la particularité, quand les enfants ont dit que c'est le continent, peut-être que cela n'avait pas été bien compris par certains. C'est un continent parce que ça ne ressemble à aucun autre pays dans le monde. Donc, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Donc, c'est un peu ça, effectivement, lorsque vous le dites. On peut se poser un certain nombre de questions. D'abord, la première, c'est quoi? C'est que lorsqu'on reconstruit, est-ce qu'on est sûr que la destruction est achevée? C'est-à-dire, est-ce qu'on a réglé le problème qui a amené la destruction pour qu'on reconstruise? Deuxièmement,
Maintenant, quand on reconstruit, est-ce qu'on a établi les conditions pour qu'il n'y ait pas un retour, si tant est qu'on a déjà géré la destruction? Et, il faut établir les conditions de paix pour qu'il n'y ait pas le retour de la destruction. Bon, donc, lorsque vous le voyez, vous vous demandez qu'est-ce qui est urgent. Bon, moi, j'ai tendance à croire que comme le dernier slogan en vogue, c'est, je crois, la période, nous sommes dans la période des opportunités. Je crois que c'est ça. C'est la gouvernance, l'opportunité. Maintenant, c'est les grandes opportunités. Oui, tout est opportunité. C'est-à-dire que nous avons eu la CAN, elle était une opportunité pour qu'on construise les stades pendant qu'on construit 3 fois les mêmes stades. Quand, on a eu le projet de la route, de l'autoroute Douala-Yaoundé, c'était une opportunité pour qu'on programme plusieurs fois la construction d'une même route. On a eu le projet du port en eau profonde de Kribi. C'était une opportunité pour qu'on construise très rapidement le port et puis qu'on se rende compte que à le port, les bateaux vont accoster, les marchandises vont être transportées comment? Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'aéroport. Mais le port est déjà là. Le port est déjà là. Donc, alors, lorsque vous voyez comment nous procédons, il y a le barrage de Menveleux, il va produire beaucoup d'électricité, on n'aura plus les délestages ne seront plus que les tristes souvenirs. Le barrage est achevé, livré, on se rend compte que, mais attention, il faut transporter le courant de Menveleux jusqu'à... Ça pose toujours des problèmes. Donc on est dans cette logique, je crois que c'est une manière de faire qui est particulière au Cameroun et peut-être qui marche bien. C'est pour cela que je répète que les enfants ont dit, bon, comme ça ne ressemble pas à ce qu'on fait à un autre pays, c'est vraiment le continent. Donc c'est une manière de nommer cet espace qui n'est pas un pays, c'est un continent. Donc nous sommes dans le continent et nous nous comportons comme dans le continent et avec tout ce qui se passe. Parce que la triste réalité du Nozo n'est pas encore achevée. Et je crois que tous les Camerounais ont envie qu'on passe à autre chose, qu'il y ait la paix dans cette région, que là-bas, effectivement, les gens aient envie de revenir et qu'on les aide donc à se réinstaller dans leur retour parce que les conditions de paix sont réunies. À votre avis, qu'est-ce qui bloque? Je ne sais même pas si quelque chose bloque, mais je sais ce que je semble voir, c'est qu'on veut saisir les opportunités. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité dans l'affaire? C'est qu'il y a un déblocage d'argent. Il y a un déblocage d'argent pour reconstruire. Alors, c'est cet argent plus que reconstruire qui importe. Donc, une fois qu'on dit qu'il y a de l'argent quelque part, bon, ça devient important. Et ça devient une opportunité pour tous ceux qui seront appelés à gérer cet argent. Donc c'est ça que je voudrais venir. Et c'est pour cela qu'on ne se va pas se préoccuper. La guerre même étant une opportunité, parce qu'elle permet à certaines personnes de tirer leur épingle du jeu, je ne sais pas trop comment. Donc tout est opportunité, et comme on est dans la période des opportunités, il faut comprendre ça comme ça. Tout est opportunité. On a vu, président, le Premier ministre du Cameroun faire une sortie où justement il donnait des directives pour cette reconstruction. Il a même pris la peine de se rendre dans cette zone de crise pour essayer d'accélérer le processus. Aujourd'hui, on a Paul Tasson qui est censé être... la main ouvrière censée réaliser et concrétiser sur le terrain ce projet. Finalement, qui tient le gouvernail de cette reconstruction? On ne comprend pas. On a deux sorties un tout petit peu antagonistes. Finalement, où est-ce qu'on va? On veut reconstruire ou on nous tourne en bourrique, comme il est en train de dire le professeur, on tourne en rond, mais c'est les opportunités et chacun saisit pour prendre sa quantité et mettre dans la poche. À l'heure où nous parlons, Rosalie, est-ce qu'on va à l'école sereinement dans ces régions-là? Bon, si maintenant, en termes de reconstruction, on a donc décidé peut-être de reconstruire les écoles qui ont peut-être été brûlées et qu'on a eu à les construire, est-ce qu'on a la certitude qu'après avoir construit, on ne va pas les rebrûler? Parce qu'il me semble que quand on investit dans un État, on se rassure quand même que ce sera un investissement productif, c'est-à-dire un investissement durable. On ne va quand même pas passer la vie
à faire des dépenses publiques pour, n'est-ce pas, des choses, pour un éternel recommencement. Je sors de Bamenda le 29 du mois d'août, où nous étions pratiquement pour célébrer notre 20e anniversaire, notre mouvement syndical. Je dois dire que j'ai été heureux déjà de me rendre compte que la route est quand même bitumée jusqu'à pratiquement mile 12. Vous comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui est à Babadjou là c'est bitumé jusqu'à, on entre après Santa à mile 12. C'est quand même bitumé parce que quand j'étais à Santa, on était en train pratiquement de mettre du goudron. Mais après mile 12, c'est le calvaire. C'est le calvaire, vous comprenez? C'est-à-dire que la route est complètement foutue. Complètement foutue. Donc il y a quand même des travaux qui ont été engagés. Oui, c'est engagé. C'est-à-dire que tout Babadjou, tout le Bamto c'est terminé. On est entré déjà dans Bamenda jusqu'à Mile 12. Non, si Babadjou est terminé, c'est l'ouest. Nous, Je dis qu'on est entré dans Santa déjà. C'est-à-dire que j'ai vu comment les gens... on est en train d'entrer maintenant. On est entré, oui. On est en train d'entrer. J'ai vu quand même il y avait du bitume qu'on mettait dans Santa. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est jusqu'à Mile 12. C'est déjà en train de... Le travail est fait là-bas. Mais maintenant, après Mile 12, c'est la galère. Dans la ville de Bamenda, c'est la totale. C'est-à-dire que quand vous entrez dans Bamenda, c'est effroyable. La ville de Bamenda est complètement foutue. Vous comprenez? Bon, j'ai ouï dire, mes camarades m'ont dit qu'il semble qu'il y a encore un début de construction du côté de Nkambe, du côté de Banso, Nkambe. Vous comprenez? En train de construire là-bas. Encore l'ouest. Non, ça c'est le nord-ouest. Ça c'est le nord-ouest. Donc de Banso pour Nkambe, il semble qu'on est en train de reconstruire là-bas. Mais globalement, s'il y a construction, est-ce que on est certain que ce qu'on est en train de faire là, ça va persister? C'est là tout notre problème. Parce que vous savez, il me semble que ces gens qui sont pratiquement en état de conflit ne sont même pas d'accord pour la reconstruction. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents que l'État puisse tirer avantage à dire « j'ai construit la route ». Vous voyez donc qu'il y a à tout moment toujours des personnes qui vont se lever, peut-être même pour agresser les constructeurs. Or, il me semblait quand même qu'il faudrait qu'en amont, qu'on puisse être rassuré qu'il y a déjà une reconstruction politique. Parce que la reconstruction ne doit pas se mettre infrastructurelle, il me semble. Il faut aussi une reconstruction politique, une reconstruction idéologique. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens pratiquement qui posent des problèmes. Est-ce qu'on a déjà écouté ces gens-là? À mon avis, il me semble que non. La preuve, c'est qu'au moment où nous parlons, il y a pratiquement Ghost Town continue dans ces régions du nord ou du sud-ouest. C'est-à-dire qu'on est encore pratiquement en porte-à-faux avec le gouvernement camerounais et ces gens-là. Et le Ghost Town est respecté. C'est-à-dire que vous sentez que rien n'est fait à ce niveau-là. Ces gens sont respectés. D'ailleurs, j'ai eu pratiquement l'archevêque de Bamenda qui nous disait que là-bas, de ce côté-là, on a 1000 instructions. Et les instructions fusent de toutes parts. Chacun sort le matin, il donne son instruction, le lendemain, c'est une autre instruction, ainsi de suite. Donc, le peuple de ce côté est complètement en ballottage. Vous comprenez? En ballottage. C'est-à-dire qu'on a pratiquement aujourd'hui près de 1000 personnes en face du gouvernement. Qui est vraiment le véritable leader maintenant? Donc, il me semble qu'il y a un problème qu'il faut résoudre en amont. C'est-à-dire que faisons une reconstruction politique pour faciliter la reconstruction infrastructurelle. Mais pour le moment, c'est plutôt l'infrastructure qu'on veut mettre en avant. Et il me semble il vous semble que ça ne peut pas marcher? Il me semble. Parce que j'ai entendu me relever que la ville de Bamenda attend de manière imminente le CDD, capital régional. Vous savez qu'avec la France, on a ce contrat des entêtements, de développement, qui fait qu'il y a un argent qui permet de construire nos villes. Bon, maintenant, est-ce que la France, qui sera celle qui viendra construire la ville de Bamenda, grâce au CDD, est-ce que ce sera accepté à partir du moment où il y a pratiquement ce conflit anglophonie, francophonie? Vous comprenez? Donc il y a tout ça qu'il faut d'abord adresser avant, n'est-ce pas, de commencer avec les travaux. Sinon, on risque, n'est-ce pas, être dans un éternel recommencement. Emmanuel Benoun, on va faire dans un éternel recommencement, mais il annonce quand même qu'il y a quelques recoins où on a quand même un peu fait quelques pas, mais après on s'arrête comme à tâtons. Peut-être on essaie de revisualiser et reprendre en cause ce qu'il est en train de décrire là, le fait qu'il n'y ait pas encore totalement accalmie. Mais les retours que nous avons du gouvernement camerounais, c'est que ça va, le calme est en train de revenir, on n'a plus de soubresauts. Oui, justement, il n'y a plus de soubresauts, donc on peut reconstruire. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on nous annonce quand même qu'il y a quelques temps, on disait qu'il y avait assez d'argent pour le faire, et qu'aujourd'hui, il n'y en ait plus assez, et qu'il faille revoir ce plan de reconstruction. C'est ce qui pousse encore à se poser beaucoup de questions aujourd'hui. Où est passé l'argent qu'on avait annoncé précédemment pour qu'aujourd'hui on en soit à réduire ce qu'on avait prévu? Vous avez avec
le gouvernement en place, nous sommes habitués à ce langage qui n'est jamais la vérité. On vous dit que la situation est sous contrôle. On a même dit que les écoles ouvrent là-bas, j'ai vu à la rentrée. Pourtant, il y a le lockdown. C'est-à-dire lockdown. On vous dit personne ne sort pendant une semaine, si ce n'est les 2 jours que les gens peuvent se ravitailler. Et ça se vérifie. Moi, j'ai vu un reportage d'une chaîne concurrente à la vôtre, à Bonabéi. Tous les agents de voyage sont fermés. Oui, personne ne travaille pas. Et ils se plaignent que tant qu'il y a le lockdown là-bas, ils ne travaillent pas. Donc c'est une preuve palpable. Ça n'a pas besoin d'être démontré que ça ne marche pas de ce côté-là. Et les activités économiques, les opérateurs, je les entendais se plaindre que nous voulons même envoyer les marchandises à nos personnes qui sont là-bas. Il n'y a pas moyen parce que les voitures et les gros porteurs ne se déplacent pas. L'impression que nous, à l'UDC, nous avons, c'est que ce gouvernement a un seul agenda, c'est comment faire pour rester au pouvoir ad vitam aeternam. La préoccupation n'est pas les vrais problèmes, résoudre les problèmes du pays. Vous pouvez le voir. Rester au pouvoir passe par la résolution de ce problème également. Pourquoi vous pouvez penser qu'ils souhaitent rester au pouvoir, mais puis qu'ils ne veulent pas résoudre ce problème? Non, rester au pouvoir, malheureusement, ça ne reçoit pas l'assentiment du peuple. C'est pas la force. Parce que s'ils savaient que réellement c'est le peuple qui leur donne mandat pour y rester, ils devaient résoudre les problèmes du peuple. J'ai entendu, un transporteur, j'ai entendu le président du JICAM qui a fait une sortie hier pour dire que comment un pays comme le nôtre, 2 grandes villes comme Douala et Yaoundé, il n'y a pas de route pour pouvoir transporter les marchandises. Vous avez fait la route Douala-Yaoundé ces derniers temps? Oui. Mais les trous de... Pour la rentrée des classes, c'était inévitable. C'est terrible. Je me demande comment un gouvernement, on voit un trou... On galope pendant tout le trajet. Voilà, on voit un trou qui commence, on attend qu'il devienne un nid d'éléphant. Et que les gens meurent pour venir pavaner avec les grosses costumes. Donc moi, c'est pour ça que je vous ai dit que je n'ai pas l'impression, en voyant nos gouvernants, qu'ils ont pour préoccupation comment résoudre les problèmes. Voilà une situation qui est là depuis 2016. Hein? Et on sait comment il faut faire pour résoudre cette situation. Hein? On a fait... si on savait comment faire, je pense qu'on l'aurait fait. À ton avis, on sait. Moi, on ne veut pas. On sait, Madame Rosalie, on sait. Si vous voulez... Oui, allez-y. Moi, si on veut résoudre, moi, je vous donne les pistes. Si vous voulez résoudre les problèmes, il y a des gens qui sont mécontents de ce côté. On les connaît. Ben, ils viennent de dire qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. On a plusieurs personnes qui se revendiquent. Il y a même certains leaders qui sont emprisonnés ici, qui ont dit qu'eux sont disposés à aller apaiser la situation, comme les Mancho BBC. Vous n'allez pas, vous êtes une excellente journaliste. On ne va pas dire que vous n'êtes pas au courant. Le gouvernement, il y a même un temps, ils ont... Ça m'a échappé sur ce coup. Il y a même un temps, ils ont tenté de parler avec Sisikou. Tout le monde a suivi cela. Il y a eu des tentatives avec le Canada, avec la Suisse, pour faire des démarches, pour qu'il y ait résolution de ce conflit. Mais ça veut dire que c'est des essais. Dès que vous décrivez, ça veut dire qu'ils essaient quand même. Non, mais ils essaient. Dès que la démarche a été ébruitée, ils ont dit non, on n'a rien fait. Vous pensez qu'un grand pays comme le Canada peut se lever et mentir que le gouvernement a demandé à ce que nous puissions faire les bons offices entre le gouvernement et les séparatistes. Donc je dis, pour revenir à votre question, on ne peut pas engager une reconstruction comme mes précédents copanélistes l'ont dit, sans avoir résolu le problème à la base. Vous ne pouvez pas. Hein, lorsque à Bamenda même, nous apprenons au jour le jour qu'on a tué tel nombre de policiers. Au centre même de Bamenda qui est assez militarisé. N'en parlons pas dans l'arrière-pays, donc dans les villes secondaires. Donc c'est une situation, moi j'ai dit, c'est une démarche qui défie même la logique et le bon sens. Parce que normalement, vous ne pouvez reconstruire que quand il y a la paix. Hein? J'ai vu il y a un temps là, c'est par exemple, on peut me brûler les engins qui allaient travailler. Donc, je constate avec les autres Camerounais comment les citoyens, les élèves de ce côté migraient en masse pour venir du côté francophone parce qu'il n'y a plus possibilité de s'éduquer de ce côté-là. Donc, Donc, à votre avis,
qu'on arrête tout ce qu'on raconte autour de la reconstruction et qu'on redémarre lorsqu'on sera sûr que le calme est revenu. Mais dans quel pays du monde ce genre de guerre sécessionniste a été calmé au point où on n'en ait plus aucun son avant de reconstruire? Non, mais on fait toujours les démarches, même en Colombie où les FARC ont lutté pendant 50 ans, ils ont fini par une table de négociation. Oui, pendant 50 ans, vous le dites. Donc c'est parce qu'il n'y avait pas de volonté de faire ce que le gouvernement qui a fini par résoudre le problème a fait. Donc, je dis donc on peut le faire. Si on a la volonté, c'est parce qu'au sein du gouvernement, il y a des faucons qui sont contre la paix et qui peut-être tirent les marrons, comme quelqu'un a dit ici, qu'il y a une économie de guerre. Il y a certains qui tirent les marrons du feu dans cette situation-là. Parce que sinon, je ne peux pas comprendre que pour un gouvernement qui se soucie de ses populations, de son économie, vous savez que le gouvernement lui-même a déclaré les zones sinistrées. Sur le plan économique, rien ne marche plus là-bas. Hein? Sur le plan éducatif, ça ne marche pas. Mais c'est un côté de notre nation qui est sinistré. Et il faut résoudre pour un gouvernement responsable. C'est devait être une priorité. On ne demande pas d'aller cueillir la lune. On sait que toutes les guerres finissent souvent par... Pour l'instant, on a 50 milliards sur les 154 milliards prévus. On n'en a que 50. Il faut bien faire ce que 50 milliards peut matérialiser au Cameroun. Oui, mais vous savez, il n'y a que le Japon et le programme des Nations Unies pour le développement qui ont donné un peu d'argent. Et même, je vais dire... un argent tiré vraiment par les cheveux. C'est-à-dire que peut-être parce que le gouvernement a trop crié. Mais vous sentez que les partenaires eux-mêmes ne sont pas chauds parce que ça c'est une entourloupe. Et moi, je pense personnellement que c'est peut-être, comme le professeur a dit, il y a de l'argent. Les gens veulent se sucrer à travers cet argent. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que ce que vous allez construire demain peut-être risque d'être détruit. Et vous vous dites que vous allez reconstruire. Ce sera, comme dit le mythe décisif, vous recommandez un éternel recommencement. Professeur, vous vouliez rajouter quelque chose sur cette éternelle reconstruction qui semble aujourd'hui courir plus vite que le vent? J'ai voulu ajouter sur les actions de paix. Je suis convaincu que s'il y a volonté de résolution de ce problème, il sera résolu. Il faut bien qu'il y ait une volonté pour qu'on arrive à quelque chose. Donc, excusez-moi, le problème a commencé par des revendications connues. Mais c'est vrai que ces revendications voilaient d'autres types de revendications. Lorsqu'on parle lorsque vous entendez les frères anglophones disent we are marginalized, il y a un problème qui est réel, qui est même un problème d'ordre général. Mais c'est seulement que comme nous avons deux cultures différentes, nous les exprimons différemment. La marginalisation dont il parle est réelle sur l'ensemble du territoire. Les gens se sentent marginalisés. Les gens se sentent marginalisés comment? Si vous regardez très bien comment fonctionne notre société, nous sommes en train de construire des castes. C'est-à-dire, une fois que vous êtes une personnalité dans un domaine donné, vos enfants vont suivre. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'accéder à ces positions vont rentrer cultiver les champs. Ils ont beau faire des études, ils ont beau faire des efforts, ils n'émergeront pas. Alors, à partir de ce moment-là, c'est la marginalisation. Mais sauf que c'est peut-être la manière de percevoir cette marginalisation qui pose problème dans ce pays. Et j'ai dit, elle est même instrumentalisée par le pouvoir lui-même. Parce que si vous regardez clairement, les gens sont marginalisés au nord, au sud, au centre, à l'est, à l'ouest, au sud. Ils sont marginalisés dans le Dja et Lobo, c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas, Sang Lima. Ils sont marginalisés là-bas. Les gens sont marginalisés là-bas. Les gens sont marginalisés un peu partout. Et les privilégiés sont aussi dans tous les coins du Cameroun, de l'est à l'ouest, au nord. Mais sur quoi se pose donc la marginalisation? Et j'ai souvent dit ça, c'est clair. Ce pays a une ligne de conduite qui est claire et nette. Si vous êtes ni franc-maçon, ni rosicrucien, quoi que vous fassiez dans ce pays, vous ne serez ni vu,
ni entendus. Et ça, c'est un problème sérieux. Et c'est même anticonstitutionnel. Si la Constitution garantit la libre croyance, la liberté de croyance, la liberté de penser, la liberté d'association, mais la même Constitution condamne la discrimination sur les bases de cette croyance, c'est-à-dire les bases religieuses, sur des bases culturelles, sur les bases ethniques et même racistes, tant que nous aurons affaire à d'autres races que celles qui nous caractérisent. Bon, donc, lorsqu'on le fait donc, on va à l'encontre de la Constitution qu'on brandit toujours en d'autres occasions. Parce que là, il y a un manque de respect de la Constitution. Et c'est un phénomène connu de tout le monde. Peut-être que, comme c'est un phénomène aussi dilué, beaucoup ne veulent pas en parler parce que parfois se retrouvant eux-mêmes dans ces connexions. Mais ce qui est clair comme ligne de marginalisation dans ce pays, c'est ésotérique. J'ai dit et je répète, quoi que vous fassiez, dans quel domaine que ce soit, si vous n'êtes pas soutenu par des fratres, soit maçons, soit rosicruciens, vous n'aboutissez à rien. Donc pour vous, le problème est plus compliqué. Il est plus compliqué, même plus simple encore. C'est lorsqu'on a compris ça comme ça. Alors, ce qui a peut-être posé le problème, selon moi, je peux ne pas être d'accord avec beaucoup de gens, c'est que si les frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont eu une culture de liberté plus prononcée que celle des francophones, parce que l'administration anglaise était indirecte, donc avait habitué les gens à s'exprimer, à dire ce qu'ils pensaient. Oui, contrairement à chez nous où le blanc était là. Chez moi, il y a une expression très amusante, je la dis littéralement dans ma langue, Sobi anembeng anyuntang. C'est-à-dire, Sobi est bon dans la bouche du blanc. Mais en fait, Sobi, c'est quoi? C'est le terme ça va qui est mal prononcé. Sobi, c'est ça va. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les contremaîtres noirs suivaient les travaux que les gens faisaient à l'époque, un contremaître noir pouvait venir, il regarde ce que vous avez fait, il dit ça va. Mais quand le blanc revient, il dit, ben, qui vous a libéré? Vous dites que ben, lui, il a dit que ça va. Il dit non, ça ne va pas. Reprenez votre travail. Donc, vous n'êtes libéré que quand le blanc a dit ça va. C'est à ce moment-là. Alors, ça montre comment l'autorité s'exprime. C'est-à-dire, si le blanc n'a pas dit, il n'y a rien. Donc, nous, les francophones ont donc évalué dans cette culture et ont peur d'exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, dans la zone anglophone, on exprime très librement et très facilement ce qu'on ressent, lorsqu'on n'est pas content d'une chose. Ils l'ont fait, et moi je reproche à mes amis anglophones que vous qui avez eu cet esprit de leadership, vous auriez dû nous entraîner le reste des francophones silencieux, matés pendant longtemps et qui avaient peur de... Et qui ont développé l'hypocrisie et la malhonnêteté. Et si vous l'aviez fait, en vous basant sur les éléments de marginalisation, c'est-à-dire le difficile accès, par exemple, à l'emploi, et l'emploi étant aujourd'hui presque exclusivement réservé par l'État lui-même, le difficile accès même à l'instruction, les écoles aujourd'hui. Lorsque vous regardez, si vous n'avez pas d'argent, vos enfants ne vont pas à l'école. Évidemment. Donc, le difficile accès géographique, on parlait des routes tout à l'heure. On va en parler. Les routes, il y avait un moment, chez moi, je ne veux pas nommer, il y avait un moment où vous pouvez vous mettre debout au milieu d'une route, un véhicule passe au-dessus de votre tête, si vous êtes dans un creux au milieu de la route. La profondeur du creux. Le creux était tel qu'un individu pouvait se mettre debout comme ça, un véhicule passe au-dessus de sa tête. Quand il en passe un, peut-être dans les 5 ans. Donc, c'était compliqué. Et il y a des zones comme ça un peu partout dans ce pays. Donc, s'ils exprimaient ce problème de cette manière, je crois que tout le pays aurait été entraîné et on aurait obligé les dirigeants à faire des choses. Bon, mais à partir du moment où ils ont dit que c'était un problème anglophone exclusivement, ça fait que même le francophone aussi marginalisé se sentait invectivé.
On dit, we are marginalized by francophones. Bon, le francophone marginalisé se sent indexé et joue le jeu de celui qui le marginalise lui-même. Donc c'est ça qui a complexifié le problème et qui est dans la complexité générale même de l'appréhension de la politique. C'est ce que les colons nous ont laissé. C'est-à-dire en partant, ils ont compliqué le problème de l'indépendance parce qu'ils se sont laissés substituer par d'autres noirs. C'est-à-dire, le problème était simple au moment où les Oumnobé, les Oussendafan et tout le reste la combattaient parce que l'adversaire était blanc. Ouais. On le distinguait nettement, on n'avait pas besoin de trop réfléchir. C'était le noir contre le blanc. Aujourd'hui, l'adversaire est noir. Le blanc a laissé sa place et ses armes et toutes ses méthodes à des noirs. Et qui viennent vous dire que non, c'est moi qui vous défends, alors que c'est lui qui a le couteau qu'il vous met dans le dos. Donc, et ça devient donc compliqué pour l'homme ordinaire de distinguer qui parmi ses frères est avec lui et qui parmi ses frères tient l'arme du blanc pour le sang. Et ça se vérifie encore jusqu'aujourd'hui dans le fonctionnement des champs. Hein? Oui, et pour me résumer, si on veut résoudre ce problème, on résout le problème du développement, on résout le problème du bien-être. Du bien-être et le problème d'égalité des chances. C'est de ça qu'il s'agit. Rosalie, je voulais dire quelque chose à la suite du professeur. Non. Ce dont je ne suis pas d'accord avec lui, c'est-à-dire il y a une vérité historique qu'il faut restituer. Si on dit tout le monde est marginalisé, c'est noyer le poisson. Parce qu'il y a un contrat, il y a des accords qui ont été signés avec nos frères anglophones. Ce n'était pas avec les autres. Certes, il y a les problèmes un peu partout, mais eux, ils sont venus avec les frères francophones sur la base d'un accord, ok, en 61. Donc, qui respectait les spécificités linguistiques, juridiques et autres de leur côté. Or, ils ont constaté que avec le temps, plutôt le gouvernement veut les assimiler. Vous savez que, par exemple, du côté anglophone, on avait pour l'entretien des routes le Public Works Department, qui faisait que il y avait une société qui s'occupait du monitoring des routes au jour le jour. Donc même si ces routes étaient en terre, elles étaient carrossables. Mais c'était différent dans la zone francophone. Tous ces trucs-là ont disparu. Mon cher et aujourd'hui, quand on dit que nous tous, nous sommes... vous le rejoignez d'une certaine manière. Les accords qu'ils ont signés n'ont pas été respectés. En 72, ces accords ont été abrogés unilatéralement par M. Ahidjo et les anglophones qui sont habitués, comme il a dit, à la liberté. Il y a eu la guerre sur Ahidjo. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a eu la guerre sur Ahidjo? Pardon? Est-ce qu'il y a eu cette guerre sur Ahidjo? Mais il n'y avait pas une guerre parce qu'il y avait une structure sécuritaire. Non, parce que c'est facile maintenant. Il y avait les gens qu'on cultivait où vous parlez dans votre chambre. Ça veut dire qu'au temps d'Ahidjo, non, je dois seulement comprendre, au temps d'Ahidjo où l'acte a été posé, c'était trop dur pour eux. Aujourd'hui, au temps du président Biaou, c'est trop facile, alors c'est là où il faut venir se soulever. Et on leur donne des gâteaux maintenant. C'est comme vous êtes en train de dire. Vous dites qu'il y avait la sécurité d'Ahidjo, donc on ne pouvait pas manifester. Et c'est au temps de Biya qu'on décide de venir soulever les problèmes du temps d'Ahidjo. Le régime d'Ahidjo, c'est un régime de terreur qui ne permettait même pas de... Les revendications ont toujours été, mais elles étaient insidieuses. Quoi. Non, pas trop mauvais. Non, j'essaie de prendre ce que vous dites. Donc vous trouvez que le président Ahidjo était très dur. Oui, il était très dur. Très dur. Celui-ci aussi, pouvait parler. Il est dur aussi, mais lui, il a laissé quand même des passerelles qui permettent aux gens de s'exprimer. Il a été tenu. Les gens s'engouffrent sur ces passerelles-là. Et gaspiller le pays. Non. Non, c'est comme vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire que... Vous pensez qu'on est arrivé au parti unique en 66 sans, n'est-ce pas, la participation de certains anglophones eux aussi? Non. Non, écoutez, la demande de 66, c'était une camisole de force qui était imposée. Depuis 62, il y avait des motions de soutien de l'UC pour demander à ce qu'il y ait un parti unique. Mon cher Benoît, même dans le parti unique, il y avait des gens qui avaient intérêt. Hein. Il faut que je vous le dise. Il y a des gens qui avaient intérêt et qui ont participé, n'est-ce pas, à ce qu'il en soit ainsi. Mais ce que je voulais dire, pour être à la suite du professeur, c'est qu'en fait, aujourd'hui, avec nos frères anglophones, nous avons tous les mêmes problèmes où que nous nous trouvions au Cameroun. Vous comprenez ça? Mais maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que comment est-ce que nous les posons?
Vous comprenez ça? Comment est-ce qu'on les pose? Est-ce que vous pensez qu'on doit toujours se cantonner à ce qu'on a convenu en 61? Non, le monde politique est dynamique. Hein? Ne pensez pas qu'on était en 61 pour un monde qui sera toujours ainsi ad vitam aeternam. Non, nous-mêmes, on pourrait arriver aujourd'hui que nous attendez. On s'est convenu en 61 que quoi? Que s'il y a un président francophone, un vice-président anglophone, nous on ne veut pas ça. On peut aujourd'hui, la justice aujourd'hui peut dire, on ne veut pas les Oui, mais ça doit être l'objet d'un consensus. Très bien. C'est pas unilatéralement une partie décide. Le problème, comme Aïdo l'a fait en 72. Non, non. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est qu'il faut que tout se passe en termes, n'est-ce pas, de consensus. Si n'est pas de discussion. D'ailleurs, c'est pour ça que Monseigneur Toumi a demandé que, n'est-ce pas, on permette aux anglophones de s'asseoir entre eux-mêmes. Et ils ont refusé. Je t'en prie. On arrive à quelque chose. La anglophone conférence a été tout à fait entre eux-mêmes d'abord, pour maintenant eux-mêmes adresser leurs problèmes et c'est-à-dire sortir de là avec, n'est-ce pas, ce qu'ils revendiquent et mettre sur la table. Et à ce moment-là, on viendrait, n'est-ce pas, discuter de leurs revendications et voir ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre. Rosalie, je voudrais poser deux questions simples. À qui? Non, au débat. Au débat. C'est-à-dire que ce n'est pas un ping-pong individuel, c'est un débat. Donc vous me remplacez un peu. Non, non, mais j'ai demandé votre permission. C'est pour Vous ça. me remplacez un tout petit peu. Bon, si vous me permettez. Avec votre si vous me... Allez-y, professeur. Oui. Allez-y. Je voudrais dire ceci. Si malgré les accords uniques, comme le dit M. Benou, tous les anglophones avaient accès à l'emploi, s'il y avait accès à leur domicile, s'ils avaient accès au bien-être, est-ce qu'ils auraient fait la guerre? De bonne route. J'en doute. Bien, ça c'est pour que vous compreniez que on ne peut revendiquer quelque chose que quand on ne se sent pas bien. Et ne pas se sentir bien est ce que je viens de décrire. Quand vous regardez, j'ai bien dit, regardez les familles. Le pouvoir est dévolu à certaines familles depuis les indépendances. Ça, vous le savez. Et regardez dans le nord-ouest, regardez dans le sud-ouest, c'est les mêmes familles. Comme dans le reste du Cameroun. Et c'est cette élite du parti unique. Voilà. Et c'est cette élite émergente qui n'a pas d'issue. C'est-à-dire cette élite qui... Entre-temps, les fils des paysans sont allés à l'école, et ils sont devenus ingénieurs, ils sont devenus professeurs de lycée, ils sont devenus... Mais sans avenir, et c'est ce problème, c'est que cette élite-là pose. Et deuxièmement, si on peut revenir sur tous les accords qui ont été mal ficelés, pourquoi les Camerounais ne revendiquent pas les mauvais accords que la France et la Grande-Bretagne ont fait sur un pays de 900 000 km² que l'Allemagne a laissé et qu'il n'était pas leur pays? Nous, on a accédé à la moitié à l'indépendance, d'ailleurs moins de la moitié, et on s'en contente aujourd'hui. On ne revendique pas ça. Pourquoi? Si nous avons la culture de remettre en cause les éléments sur ce qui s'est passé, remettons en cause la situation de notre pays, le Cameroun qui a été confié, le Cameroun qui est la construction allemande qui a été confiée à la France et à la Grande-Bretagne pour amener vers l'indépendance avec 900 000 km² plus. Donc, revendiquons aussi ça. Ça, c'est chercher une solution à tête chercheur et pour ne même pas aller vers la solution. Non, le problème, c'est le mal-être des citoyens et des Camerounais de manière générale. Et c'est l'élite qui exprime cela. Et c'est donc l'élite anglophone qui exprime ce problème et qu'on doit voir de manière générale. Lorsqu'on a dit le grand dialogue, c'était grand cette fois-là, ou quoi? Le dialogue national. Donc, quand on a parlé du dialogue national, vous savez combien de délégations il y a eu? Mais combien de délégations anglophones en tant que parti en conflit étaient représentées? Mais toutes les sections du RDPC étaient là-bas. Ça a été un monologue entre le RDPC et le RDPC. Donc, c'est là où les choses bloquent. Il faut qu'on ait le courage de dire la vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Si on veut résoudre le problème, même si on n'aime pas celui qui est en face, mais si c'est avec lui qu'on veut résoudre le problème, on l'appelle. Et puis on discute avec lui. Bien entendu. On ne peut pas dire que nous allons résoudre le problème qui me pose à Mme Guézélé et j'invite tout le monde sauf elle. Mais c'est ce que nous disons. Mais vous voyez donc, et c'est de ça que nous parlons. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quelqu'un ne peut pas se plaindre, vous dites que lui ne se sent pas bien. Oui, mais lui se plaint, il dit que je me plains, et vous dites qu'il n'y a pas de problème. J'ai dit donc, ce dont ils se plaignent et ce dont tous les Camerounais marginalisés se plaignent aussi.
Donc, résolver le problème du développement de et si on résout le problème du développement, il n'y aura plus le problème du nord-ouest et du sud-ouest. Rosalie, quand tu parles toi pour Bamenda, tu ne peux pas être content si tu es de Bamenda. Tu peux être content. Même si tu n'es pas de Bamenda. Même si tu n'es pas de Bamenda. On va parler des routes dans quelques secondes, si vous permettez que je réussisse à mettre la clé sur ce premier sujet. Hubert Volo, tu me taquines. Hein? Il dit que Rosalie, j'espère que tu as finalement décaissé l'argent là. Si oui, je t'invite au Mendiang samedi. Bonne émission à vous. En pleine rentrée scolaire, le Mendiang là, c'est pour que moi je prenne l'argent de la pension pour venir boire le vin. Non, l'argent de la reconstruction, je crois qu'il parle. Non, il parle de moi. Comme on parlait d'argent tout à l'heure où c'était bloqué pour le retrait. Il me dit que si j'ai finalement décaissé l'argent là, il m'invite au Mendiang samedi. Donc tu m'invites avec mon argent. C'est un Camerounais débloqué à notre niveau. Donc tu m'invites avec mon argent au Mendiang et puis ma fille reste à la maison. Je ne pars pas à l'école. Bonsoir le plateau, je suis Caliste de Nkol Bisson. Madame Guessere, merci et bien vouloir insister sur la thématique de ce soir. Les opérateurs d'envoi d'argent sont chiants. Il faut se lever très tôt et être parmi les premières personnes passées cette heure-là. Ils vous diront qu'ils ont atteint le quota. Oui, ça aussi j'ai entendu. Il y avait une dame à côté qui venait expédier de l'argent et on lui a dit le quota est atteint, revenez demain très tôt. À l'ouverture à 8 heures et puis passer, ce qu'elle dit c'est vrai. J'ai aussi entendu, j'ai pas très bien compris pourquoi, maintenant je comprends. Il faut se lever très tôt et être parmi les premières personnes. Passer cette heure-là, ils vous diront qu'ils ont atteint le quota. Vous pouvez garder sur vous cet argent pendant une semaine avec tout ce que ça y a comme agression. Merci au grand soir. Je pense qu'officiellement, on mettra ce sujet sur la table hein, parce que je reçois beaucoup de messages alors que ce n'était qu'un petit clin d'œil en temps d'émission, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de Camerounais. Bonjour Rosie. Il me souvient que je suis allé à un guichet d'une agence de la SGBC pour rédiger un chèque à mon nom personnel et j'ai écrit myself, qui veut dire moi-même. Au moment qu'il fallait m'appeler, la fille qui traitait mon chèque s'est mise à appeler Monsieur myself, jusqu'à se fâcher. C'est alors que son collègue a pris le chèque et a vu mon nom et m'a appelé en sourdine pour ne pas blesser sa collègue. Donc vous voyez à quel point on met des gens à des postes par affinité. C'est rigolo depuis PK12. Elle t'avait rebaptisé. Bonsoir Tata Rosalie, je suis allée dans une... Oh là 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 là. Je crois que ça devait être le sujet. Je suis allée dans une agence retirer de l'argent venant de l'étranger. La dame du guichet m'a coupé 1000 francs. Je lui demande la raison, elle me répond, c'est pour la clim qui a rafraîchi ton corps. Alors, là c'est trop fort. Coucou, Seigneur. Non, je pense qu'il a voulu lui dire avec humour qu'il y a des frais de retrait. Non, elle a coupé 1000 francs les frais de retrait. Ça dépend du montant. Non, quand tu reçois, c'est généralement extrait depuis la non. Il y a aussi des frais de retrait lorsque vous recevez de l'argent. Oui, mais c'est écrit. Bon, est-ce qu'on a besoin de retirer et te dire que c'est écrit? Bonsoir Rosalie, félicitations pour le travail que tu fais, sans oublier ton précieux panel. Dans notre pays qui est le Cameroun, tout ce qui est fait n'est que mise en scène. Comment est-ce qu'on peut comprendre dans une zone qui est encore en guerre? On s'aventure déjà à parler de reconstruction. Ça veut tout simplement dire que dans cette guerre, il y a beaucoup qui en bénéficient. Donc, ça les arrange hein, que ça ne se termine jamais. C'est Thomas qui nous écrit depuis Diapoma ce soir. Autre réaction, bonsoir le plateau, bonsoir Rosalie. Parlant de la reconstruction des régions du sud-ouest et du nord-ouest, c'est la mode de passe du gouvernement. Voilà, nous sommes à 2 semaines de la rentrée, mais je n'ai pas encore vu un élève en tenue. Mais dans les journaux, on nous dit que les apprenants partent à l'école, ils vont continuer comme ça jusqu'à quand? We are tired, Rosalie. Que le gouvernement fasse sortir la population de cette situation en amont et ils parleront de la reconstruction en aval. C'est Titus qui nous écrit depuis Bouya ce soir.
Autre réaction enregistrée, bonsoir au panel. Est-ce possible de reconstruire le Nozo sans reconstruire les mentalités? Pour moi, non. Le Nigeria n'a jamais réclamé cette zone. Comment les gens ne veulent pas comprendre que nous sommes tous frères et que nous avons tous les mêmes problèmes? Dans une famille où il y a un enfant gourmand, elle est difficile à gérer. Vous voulez qu'on invite qui et pourquoi? Pour un problème général, c'est non. C'est Franck depuis Bokito qui nous écrit: bonsoir Rosalie, tu vas bien, j'espère. D'accord. Ok, Seigneur, je vais résoudre tous les problèmes que je pourrais résoudre. Bonsoir, Dame de Fer, bonne émission. Tu vas faire 1000 émissions, personne ne va t'écouter. Ce gouvernement ne veut rien comprendre. Comment expliquez-vous que la guerre refuse de finir au Nozo alors que les gens donnent des solutions, mais ces gens font la sourde oreille? J'avais dit une fois qu'on sensibilise les gars de ce côté qui sont dans l'armée et la police les verser dans leur brousse puisqu'ils maîtrisent celle-ci autant que les terroristes. Pourquoi envoyer ceux qui ne connaissent pas le terrain pour aller se faire tuer pour rien? Par exemple, moi je suis de mon atelier, un frère récalcitrant ne peut pas se cacher. Je vais le prendre. Si on procède comme ça, stop, c'est fini la guerre. Jean-Marie Mbomo depuis Douala à Niala. Bonsoir Madame Rosalie, mon avis est que les citoyens camerounais sont tous marginalisés, mais les anglophones encore plus. Je suis sortie d'une grande école de formation de ce pays et j'ai eu une amie anglophone dans les promotions inférieures qui venait me voir chaque soir les larmes aux yeux à cause du fait qu'aucun enseignant ne parvenait à lui faire seulement un bref résumé de son cours en langue anglaise pour lui permettre de comprendre. Elle était complètement perdue. Imaginez ses chances de succès en termes de formation. C'est Hans depuis SOA. Je crois que ce côté-là, ça s'améliore de plus en plus. Hein. On a de moins en moins ce type de problème dans les universités. C'est vrai qu'autant c'était vraiment compliqué, même dans les services publics. Hein, quand tu arrivais, je dois reconnaître que idem aussi, hein, quand tu arrivais dans certaines zones du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, quand tu parlais en français, c'était compliqué aussi. Donc je pense que à l'université de Yaoundé, à l'université de Yaoundé, quand vous aviez un enseignant anglophone, il enseignait en anglais. Justement. C'était à vous de vous battre pour comprendre le cours. Donc de ce côté-là, au niveau de l'école, je pense pas que ça, c'est comme ça. Quand tu as la malchance à l'université de tomber où c'est la chance sur un enseignant de l'autre expression, tu gères. On est tous passés par là. Le jour où ton cours t'est donné en anglais, mon frère, tu te débrouilles à aller faire le résumé avec le camarade d'expression anglaise. Au jour où c'est en français, c'est lui qui vient te trouver, tu fais le résumé pour lui. Je ne sais pas si quelqu'un a fait l'université et qui n'a pas connu ce petit souci-là. On ne peut pas s'attarder au niveau de l'école. Par contre, dans l'administration, oui, parce que là, on est obligé d'être bilingue parce que le Cameroun l'exige. Mais à l'école, jusqu'aujourd'hui, hein, c'est la même chose. C'est pas encore résolu. Là où tu tombes sur l'anglais, on est censé tous être bilingues, en fait. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens au bureau que quand vous parlez en anglais, vous dites que je ne comprends pas anglais. Même chose Dans toutes les deux langues. Dans toutes les deux langues. Comme ici, c'est le siège des institutions. Ça veut dire que c'est eux qui sont les plus pénalisés. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'on est d'accord que le gouvernement n'a pas atteint l'objectif du bilinguisme. Il devrait pouvoir l'atteindre pour tous les Camerounais. Autant les francophones face à l'anglais que les anglophones face aux Français. Bonsoir la plus belle, c'est Maëva depuis Ekounou qui nous fait un clin d'œil. Bonsoir à vous sur la réflexion interpellative du Nozo s'agissant de l'éternelle reconstruction, en disant modestement qu'il faudrait changer Manu Militari, le président Biya, sa politique discriminatoire. Merci et bonne suite d'émission, c'est Bilé depuis Douala. Bonsoir très cher aîné, on finira un jour par reconstruire le Nozo. Ce n'est pas facile, je suis confiant, mais éternel... Bon. Autre réaction, la solution du Nozo peut venir d'abord des revendications des indépendances qui semblent un peu négligeables. Donald depuis Mbalmayou. Bonsoir madame, moi je vois que vous croyez que la vie est facile. Qui nous montre. Et c'est vous, par vos émissions, que nous autres pouvons parler le français. Ne vous fâchez pas si vous entrez dans un service public et on ne vous reçoit pas convenablement. C'est Samy Lobet
qui nous écrit. Sauf que parmi nous, il y a certains qui sont tellement orgueilleux, pourtant bêtes, mais pas humbles, malheureusement. Ah ben oui, hein, grosse tête. Bonsoir, Info TV. C'est Bello Mohamed depuis Boumiébel. La faute revient à notre État car il n'arrive pas à nous donner même la carte d'identité. Quand on supporte, ça va passer. Si le RDPC ira au village en 2025. En tout cas, chacun a ses problèmes. Moi, je demande une transition et puis on revient pour la deuxième thématique. Avant que d'ouvrir la prochaine thématique, bonsoir Rosalie, très belle tenue, panel dynamique et perspicace. Quelle reconstruction pourrait-on apporter dans 2 régions lorsque la guerre n'est pas encore terminée? Ce pays toujours en train de verser le gari parce qu'ils ont vu le riz au feu. Dora depuis Bonaberi Iraï qui nous écrit bonsoir Rosalie. Nous voyons clairement que nos dirigeants, je pense que c'est ce qu'il voulait dire, hein, que nos dirigeants sont de véritables opportunistes. Ils n'investissent pas pour assurer un développement durable, non. Ils investissent pour trouver des occasions de pouvoir détourner davantage, pour se remplir les poches et payer des maisons à l'étranger. Car comment comprendre qu'au lieu d'investir sur la paix, en organisant un véritable dialogue et refixer de nouvelles bases qui font l'objet de cette guerre, eux, ils préfèrent s'investir sur la reconstruction. C'est parce qu'ils ont leur intérêt à se remplir les poches une fois de plus. Rosalie, les Camerounais payent les impôts, mais nos dirigeants sont incapables d'utiliser ces fonds pour véritablement résoudre les problèmes de façon définitive. Ils ne finissent jamais leurs travaux, mais ils détournent et continuent à faire payer les impôts aux Camerounais. Rendez-vous en 2025, chers Camerounais, c'est trop. C'est Essono Joran qui nous écrit depuis Ngovayan. Ngovayan. Du côté de Lolodorf. Du côté de Lolodorf. Waouh! Mon ami Massok, je ne sais pas s'il est pris par le réseau qui est très, très, très compliqué. Je prendrai la peine de lire votre message. Bonsoir Madame Rosalie, salutations distinguées à votre panel, bonne émission. Je prends un plaisir à suivre votre émission tous les soirs. Bon courage à vous, Alima Serge. Depuis un Siméon, salut Rosa, le professeur partage du partage de la colonie allemande ne veut pas que le problème du Nozo trouve une solution. Amara qui nous écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors si on parle à présent de cette dégradation de route, le professeur, cher président, est en train de nous dire qu'il y a parfois des trous au point où tu peux te cacher à l'intérieur et puis les voitures roulent sur ta tête. Hein. Là, c'est des vallées, ça. C'est plus des trous sur la route. Lui il faisait allusion tout à l'heure à l'axe Douala-Yaoundé. Je dois reconnaître que c'est une route que je pratique beaucoup. Franchement, ça devient de plus en plus compliqué au point où j'y vais de moins en moins parce que la trajectoire, c'est comme un parcours de combattant. Quand tu arrives, tu as l'impression qu'on t'a fouetté pendant tout le trajet. Tu peux dormir toute une journée et c'est compliqué quand on part dans une capitale économique. C'est la route la plus circulée du pays. C'est pour des activités, c'est pour régler 2 ou 3 problèmes rapidement. On ne va pas tous aller prendre... Bon, j'ai failli dire l'avion avant de rappeler que même Cameco, c'est pas facile d'aller. Même le train même. Alors du coup, le train même, c'est aussi une autre... Le souci même avec le train, c'est qu'il ne fait pas facilement l'aller et retour. Donc, pour les gens qui aiment se mouvoir assez rapidement comme nous, c'est assez compliqué. Du coup, on est obligé de gérer ces routes-là. Et c'est compliqué, ça rend malade. Ça nous concasse, je préfère utiliser cette expression pour être mieux comprise des Camerounais. Ça nous abîme la santé. Et à un moment donné, on se demande à qui la faute. Pourquoi on a de telles routes au Cameroun, président? Pourquoi on a de telles routes au Cameroun? Nous souffrons avec ces routes, moi la première, dont je ne peux pas le dire sans moi-même compter parmi les Camerounais. Moi j'ai du mal à me rendre sur Douala maintenant. Parce que quand tu voyages, tu as l'impression que le bus est passé sur toi. Même le VIP ne nous sauve plus. Parce que même à l'intérieur du VIP, on ressent les mêmes secousses. C'est difficile. Rosalie Gesseli. Oui, le président. plus grand bien qu'un gouvernement au pouvoir peut donner à son peuple, c'est la route. C'est la route. Aujourd'hui, quand je fais Yaoundé, Bafoussam, Bouddha, Babadjou, je suis tout aise. Je peux te faire un aller-retour Babadjou, Yaoundé, étant relax, parce que la route est bonne. Vous n'avez pas de trou de Yaoundé à Babadjou. Vous quittez Yaoundé et Bolova. Vous n'avez pas de trou de Yaoundé à Ebolova.
La route est bonne, même si elle est exiguë, même si elle est étroite. La route est quand même bonne. C'est-à-dire que même sans lumière, vous êtes au moins certain que je ne ferai pas un carambolage parce que quelque part, il y a un creux qui m'a surpris. Et puis, ma chère Rosalie, quand on construit une route, je parle de construction, c'est un ingénieur qui a fait l'étude, n'est-ce pas, de tous les impacts. Et vous dit au terme de la construction, le temps que va mettre cette route-là. La route que je construis là, le matériau qui a été utilisé pour la construire est pour 10 ans. Passé 10 ans, il faut entretenir cette route. Parce que la route commence, n'est-ce pas, à avoir, n'est-ce pas, des crevasses. Et ces crevasses-là commencent petitement. Et c'est le moment maintenant, quand ça commence petitement, d'aller, n'est-ce pas, à entretenir cette route-là, c'est-à-dire la refaire. Et maintenant, la chance c'est que ces crevasses-là n'apparaissent pas au même moment. Voyez-vous, c'est-à-dire que ça vous donne le temps de commencer l'entretien petit à petit en rapport avec vos moyens. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous, c'est que quand la route commence, n'est-ce pas, à se crevasser, quand la route commence pas à avoir, n'est-ce pas, des nids de poules, on ne commence pas, ça continue, ainsi de suite, et on peut te faire pratiquement Yaoundé, Douala, en termes de nids de poules. Comment est-ce qu'on a pu laisser que la route en soit ainsi, pour venir maintenant, non plus pour entretenir, mais maintenant pour reconstruire. Parce que quand c'est le nid de poule maintenant, de Yaoundé à Douala, ce n'est plus l'entretien, ce n'est plus l'aménagement. Il faut maintenant reconstruire, il faut maintenant tout racler. Vous comprenez? Et quand il faut maintenant tout racler, ça demande beaucoup d'argent. Vous comprenez? Et c'est là pratiquement tout le problème. Donc en fait, c'est que nous ne respectons pas le temps que doit mettre la route, et on agit au fur et à mesure que la route se dégrade pour être en capacité financière de le faire, mais on laisse que ça ne devienne pas ni de poule, ni d'éléphant. Et il semble, parce que à la fin, je me suis dit, Rosalie, parce que quand on voit ce phénomène de dégradation de nos routes, on se demande, mais attends, comment est-ce qu'un gouvernement peut admettre qu'une route en soit ainsi, si quelque part, ce gouvernement n'a pas du plaisir à voir ses citoyens, n'est-ce pas, souffrir. Donc, vous les soupçonnez. C'est l'impression que j'ai. Il semble qu'il y a une manière de gérer. Il y a une manière de gérer les nègres, hein, les noirs. J'ai l'impression. C'est-à-dire que si une route commence, n'est-ce pas, à se fissurer, et qu'on vient tout de suite entretenir, il semble que vous n'allez pas ressentir la main de l'État. Il semble, c'est l'impression que si ça devient, si on commence, n'est-ce pas, à venir esquiver le trou. Si le lac secret, si ça et vous venez chaque jour esquiver, de manière que même quand demain on a fermé les trous, il vous faut encore un mois pour vous rendre compte que les trous là ont vraiment été, parce que il y a parfois on ferme les trous, mais vous avez encore le réflexe d'esquiver. Il vous faut encore peut-être un mois pour vous rendre compte que le trou a été fermé. Donc, et c'est à ce moment que vous savez que donc l'État a existé. Donc c'est l'impression que j'ai. Et au Cameroun par exemple, qui est un pays littoral, Rosalie, je me suis toujours, on me dit que pour desservir les pays de l'Interland, il y a des conventions qui font que les pays comme le Tchad, le Centrafrique, le Soudan peuvent utiliser nos routes pour desservir leur pays. D'accord. Mais attendez, nous ne pouvons pas être quand même le pays littoral. Et la BAD, l'Union européenne, des structures quand même de qualité, viennent nous construire cette ruelle qui part de Douala à N'Djamena, qui part de Douala à Bangui. Est-ce que lorsqu'on maturait ce projet-là, la BAD vient financer un tel projet? Il n'y a pas de corridor sans périphérique, ma chère Rosalie. Comment est-ce qu'on a fait Douala, N'Djamena sans périphérique à Yaoundé? Parce qu'en fait, Yaoundé est la capitale du Cameroun. Pour empêcher que les camions ne passent par le centre urbain, on devait créer un périphérique. Et un périphérique, ça veut dire quoi? Vous partez par exemple de Mankomo, vous sortez en Kouaba sans entrer le centre urbain. Et c'est un périphérique, et c'est bien vaste. Malheureusement, allez voir les camions qui vont du côté du nord ou du côté de Biteng là-bas. Allez voir. Mais c'est de la sorcellerie. Vous vous demandez, est-ce que vraiment, de dire au moment où on construit ces routes-là, c'est l'être humain qui était assis pour penser un tel projet? Ça fait que, à la fin, vous vous demandez, oui, attendez, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, alors, Rosalie, quand le chef de l'État vient créer le Conaroute, on s'assoit la route, il s'arrange que tout le monde s'y trouve, sauf les syndicats de transport que nous sommes. Parce que, en fait, il me semble que s'il faut bien faire les dénonciations, ou bien faire, n'est-ce pas, des revendications, et même les récriminations,
c'est quand même de notre compétence. Ouais. Et on a bien fait de nous exclus de là, pas seulement du Conaroute, mais aussi du fonds routier. C'est quand même la banque de la route. Là où on devait avoir de l'argent pour entretenir nos routes. On a tout fait pour que nous n'y soyons pas. Donc voilà le drame que nous vivons. Du coup, les personnes les moins concernées s'occupent de réhabiliter ces axes routiers. Conséquence, Yaoundé, je ne sais pas si ce sont des routes que nous avons, parce que pour le cas de Yaoundé que nous pratiquons tous les jours, on a eu quelques belles images à nous proposer par Guy Fernand ce soir. Nous avons des rivières sur la chaussée, un peu partout, il faut esquiver, ce qui provoque beaucoup d'embouteillages. D'ailleurs, c'est pas les embouteillages dus à la circulation que nous avons à Yaoundé. Nous avons des embouteillages dus au nid d'éléphants et au nid de poules. On a envie de se demander finalement ce que font les autorités en charge de la réhabilitation de ces axes routiers. Il y a quelques années, un président aux États-Unis qui est candidat encore à la présidence cette année, Donald Trump, qui appelait les pays africains les pays de merde. Excusez l'expression. Non. Tout parce que il se demandait pourquoi on vous excuse une expression qui n'est pas la vôtre et que vous êtes en train juste... Elle est violente. C'est Donald Trump qui devrait s'en excuser. Voilà. Pour dire quoi? Pour dire que il posait la question, comment les pays qui sont indépendants depuis 60 ans n'ont pas de route? Comment les pays qui sont indépendants depuis 60 ans n'ont pas d'eau potable? Alors que c'est des pays qui sont producteurs de pétrole, au-delà d'autres minéraux qui sont très demandés à l'international. J'ai dit qu'il n'y a pas une fatalité pour les Africains par rapport à ce qu'il disait. Il y a quand même des pays qui s'en sortent. Ouattara en Côte d'Ivoire, depuis quelques années, il a conçu au moins 3 autoroutes. Abidjan, Korogo, Bouaké, Yamoussoukro. Et vous vous posez la question, un pays qui a sorti de 10 années de guerre civile, comment il fait? Alors que nous gargarisons d'une paix depuis près de 60 ans, on exclut le problème du nozo. Non, je vous ai dit ici au départ que nos dirigeants ont un seul agenda. Comment rester au pouvoir ad vitam aeternam. Même si vous les Cameroun mourrez, eux c'est leur agenda. Ça c'est la conclusion où moi je suis arrivé. Parce que vous ne pouvez pas expliquer que moi je suis ici dans un quartier de Yaoundé où les gens, les percepteurs d'impôts passent dans la moindre activité percevoir des impôts. Mais si vous voyez la route, là où ils passent, vous venez percevoir ces impôts. Vous regardez nos marchés, là où on vend les activités commerciales se font. Mais vous posez la question, nous sommes encore des êtres civilisés. Allez au marché d'un Fundi. Mais c'est un bouillon de microbes à ciel ouvert. Où les gens vendent et mangent sur des ordures. Vous vous demandez, mais c'est des gens du 21e siècle. Donc, vous parliez des routes tout à l'heure, les grands corridors, des routes qu'on devait surveiller comme du lait sur le feu. La route Douala-N'Djamena-Bangui, où l'activité économique, et ils paient les impôts, hein. Ces gens, c'est transporteurs, pas un transporteur. Ils se plaignent souvent de multiplicité des contrôles. Mais vous posez la question, tout cet argent qui entre, les péages, les paysages, et tout ça, le ministère des Travaux publics est, je crois, le deuxième ministère le plus fourni en termes de budget. Mais comme il disait, un trou commence, on voit le trou. Il y a quelques années, le ministère des Travaux publics nous avait sorti qu'il a payé un engin pour boucher les trous. Il a commencé ça par aider à Kribi, qui est déjà aujourd'hui encore abîmé comme quoi. Donc on se pose la question, mais plus que ces gens-là, quand ils ont fait tout ce désordre-là, comme le présidentiel arrive, ils vont aller dire, bon voilà, votez pour qui vous savez. Et puis on peut faire table rase de leur bilan sur leur secteur. Or, la meilleure façon de soutenir le président, je crois, c'est de faire le travail pour lequel il vous a nommé de faire. En particulier, comme nous parlions des routes. Ça, c'est le principe. Quand on vous nomme quelque part, vous faites tout pour bien travailler. Voilà. Mais apparemment, on n'aime pas ça chez nous. Hein. Quand on travaille bien, on a en face les bandits, les malhonnêtes, tous ceux qui détournent et qui vous font passer pour celui qui n'est pas normal. Voilà. Donc, quoi. Parce qu'il faut que ça ne tient plus. Il faut être dans la clique. Absolument. Et si tu ne veux pas marcher à la malhonnête, tu as tous les problèmes du monde. Vous comprenez donc parler du problème de route au Cameroun, que ce soit les routes urbaines, nous qui sommes à Yaoundé, que ce soit les routes transnationales, comme celles dont nous parlons, c'est la même chose. C'est-à-dire que, et le président de JICAM disait que
nous perdons au moins 2 points de croissance à cause des routes. Oui. Mais oui, les voitures se cassent, les vies se perdent. Et c'est quand il y a mort d'homme qu'on voit les officiers venir avec des costumes pavanés pour je ne sais quoi. Donc, franchement, le problème des routes, tout le monde l'a compris. Tout pays qui veut se développer doit avoir de bonnes routes. des bonnes routes. Alors, professeur, on fait comment pour avoir ces fameuses bonnes routes qui apparemment sont indispensables à un bon développement dans un pays, puisqu'on le sait, les mouvements des êtres humains marchent selon la qualité de la route. On dit que là où la route passe, le développement suit. Donc, en principe, il nous faut des bonnes routes pour pouvoir rentrer beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut redemander l'indépendance. Ah, d'accord. Il faut redemander l'indépendance parce que nous venons de parler d'un problème de sécurité nationale avec le problème du Nozo. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes. Nous abordons le problème des routes. Nous voyons qu'il y a beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs... Beaucoup d'opportunités. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est là où j'en viens. Bon, beaucoup de problèmes. Nous avons dit, vous savez, avant, aujourd'hui, l'expression « qu'est-ce qu'il y avait avant » est devenue très populaire. Avant aujourd'hui, en matière de transport, nous avions une compagnie maritime appelée Camship Land, avec des bateaux. Nous avions une compagnie aérienne appelée Cameroon Airlines, avec des avions. Nous avions une compagnie de ferroviaire appelée Régie Fercam. Et ces différentes structures desservaient l'ensemble du pays de manière satisfaisante. Il y avait au moins 4 trains dans chaque axe. C'est-à-dire quand vous êtes à Yaoundé, en allant vers le nord, 4 trains par jour. Vers Douala aussi, même chose. Et vers le nord, vous aviez 2 sections, c'est-à-dire Yaoundé, Belabo, et puis Belabo, Ngaoundéré. J'ai dit, vous aviez 4 trains par jour, et qui permettaient aux gens de circuler. Il semble, professeur, qu'il y avait même Gonetenga, je crois, un truc comme ça. Oh oui, pour aller vers Mbalmayo, Angoumou. Voilà. Donc, vous aviez le chemin de fer allait jusqu'en Konsamba. On construit encore les chemins de fer dans les pays des Blancs que nous voulons admirer. Mais au Cameroun, on déboulonne. À partir de là, vous commencez à voir toute la structure de la pensée. C'est-à-dire, j'ai dit, on déboulonne le chemin de fer au Cameroun, pendant qu'ailleurs, des pays dits développés construisent encore des voies ferrées. Nous, on déboulonne. Alors, lorsque vous voyez donc cela, on a détruit Camship, on a détruit Camré, et jusqu'aujourd'hui, Camer, bon, il vaut mieux ne pas en parler. Nos rails construits avec nos impôts ne servent qu'à transporter le bois. Les humains, non. Alors, qu'est-ce qui peut donc expliquer qu'on ait un tel fonctionnement axé sur tout sauf sur les citoyens? Ça veut dire que c'est un régime qui n'est pas nationaliste. Je dirais on ne n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant. Et ceci nous ramène donc à revenir sur la question même de l'indépendance. Comment avons-nous été indépendants? Lorsqu'on va questionner les acteurs intérieurs, on va dire on a mal signé le contrat entre X et Y. Mais le premier mauvais contrat que nous avons signé en 1960, le 1er janvier, on a signé un mauvais contrat. Tout le monde sait que le problème qui se posait, il y a quelqu'un qui m'a répondu de l'Afrique de l'Ouest là pour dire que non, c'est qu'il ne voit pas le lien qu'il y a entre tout ce dont nous parlons. Le mouvement nationaliste qui revendiquait l'indépendance de ce pays qui s'appelle l'UPC demandait la réunification avant l'indépendance. Parce que le mandat qui avait été donné à la France et à la Grande-Bretagne était de conduire ce que l'Allemagne avait laissé à l'indépendance. Nulle part on ne leur avait demandé de se partager ce patrimoine. Nous avons eu des complices qui ont accepté ce partage pour avoir le pouvoir et ils ont
décidé, ils ont accepté de rester dans une petite partie, comme ça, je dis, c'était près d'1 million de kilomètres carrés que nous avions. Et ils ont accepté ça contre quoi? Contre le pouvoir. Mais le pouvoir pour faire quoi? Pour prolonger l'action coloniale. Et c'est pour ça qu'on parle de néocolonialisme. Vous remettez en question la souveraineté du Cameroun? Les faits, c'est pas moi, les faits sont clairs. Têtu. Les faits sont têtus. La condition dans laquelle le Cameroun est allé à l'indépendance, tout le monde la connaît. On a combattu tout ce qui demandait l'indépendance. On les a tués, on les a massacrés de diverses manières. Et on a donné l'indépendance à ceux qui n'avaient jamais et jamais au grand jamais demandé l'indépendance. À partir de là, vous comprenez, c'est clair. Et si des gens qui n'avaient pas demandé l'indépendance accèdent à l'indépendance, c'est pour faire quoi? On a vu qu'il y a eu une sorte de raté même avec André Marimbida. C'est-à-dire qu'on prenait dans cette même classe-là, mais une fois qu'il est arrivé, avant d'avoir eu tous les pleins pouvoirs, il s'est montré à leurs yeux pire que l'UPC qu'il combattait. Et tout de suite, on l'a débarqué avant la proclamation de l'indépendance du Cameroun. Donc, quand on accède à l'indépendance dans ces conditions, il faut comprendre qu'on n'a pas accédé à l'indépendance pour le développement. Et à ce moment, vous comprenez la fonction de la pauvreté, c'est-à-dire l'appauvrissement des nations a une fonction politique très importante. Vous savez que quand les gens sont pauvres, ils sont dépendants de ceux qui les nourrissent. Ouais. Donc, à partir de ce moment, on n'y réfléchit plus. Vous êtes dans un pays où on vous dit, je veux voir grandir mes enfants. Vous êtes dans un pays où on va dire, on va faire comment? Dans un pays, ce qui se dit ici se dit à gauche, à droite et un peu partout. C'est la même chose. C'est-à-dire, la pauvreté est structurée. Elle est structurée pour garder la population sous dépendance. Et c'est pour cela que quoi qu'on fasse, on n'aura pas de route. On n'aura pas de route. Parce que la route, c'est le développement. Et je crois que c'est le voisin en face qui a rappelé ça. On dit quand la route passe, le développement suit. Mais quand la route casse, le développement s'arrête. Mais le développement casse nous aussi. Donc, c'est structurellement qu'on veut qu'il n'y ait pas de développement. Non, moi, j'ai la soixantaine aujourd'hui. Et avant, quand j'étais au lycée, il y avait deux cars qui allaient dans mon village, qui faisaient de mon village à Yaoundé. Mais aujourd'hui, non. Ça veut dire que nous, on s'est sous-développé. On s'est appauvri. Et je dis souvent aux gens, on va dire, ben, c'est pas l'État même qui mettait ces cars, non. C'est que le niveau d'enrichissement de la population était tel qu'un citoyen pouvait s'acheter 2 cars et les mettre sur une route. Mais s'il y en a plus, ça veut dire que c'est l'expression de l'appauvrissement de la population qui est telle que plus personne ne peut s'acheter même un vieux taco. On a quand même plus de milliardaires aujourd'hui. Mais qui sont les milliardaires? Plus que dans les années 60. Exact, mais qui sont les milliardaires justement? Les milliardaires, vous êtes milliardaire vous? Je ressemble à un milliardaire. Mais voilà, pourquoi vous n'êtes pas milliardaire? C'est de ça que je parle. Ne sont milliardaires que ceux qui gèrent la fortune publique. Et c'est eux qui sont milliardaires. Et pourquoi ils sont milliardaires? C'est parce qu'ils ont compris que en confisquant ainsi la fortune publique, la nation va être pauvre et elle va être dépendante comme ça. Quand les élections, même ceux qui chantent beaucoup 2025, il dit, vous avez beau discuter avec les gens entre 2 élections. Ils vous jurent qu'on va leur rendre la vie dure aux prochaines élections. Mais dès qu'on va arriver avec des billets de 509 là, terminer celui qui était le farouche opposant, dès qu'il a vu le billet de 500, je vous dis, soyez des témoins, regardez bien la scène, comment elle va se passer. 500 francs, on va acheter les voix. Et parce qu'on a rendu les gens vulnérables, dépendants, pour qu'ils soient gouvernés de cette manière. Donc c'est structuré pour qu'il n'y ait pas de développement. À partir de ce moment, vous comprenez le lien qu'il y a oui, bien entendu, le concitoyen qui m'a interpellé, qu'il comprenne, je le dis comme ça là, pour qu'il comprenne que ce n'est pas, c'est pas une déconnexion, ce que j'ai évoqué, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Ouais. Donc pour vous, tant qu'on est dans ce que vous appelez l'absence d'indépendance, donc on est encore... Le néocolonialisme n'a qu'une seule fonction, c'est l'exploitation des colonies. On va
pas rester dans cette situation-là encore longtemps et à partir de là, il n'y a aucune chance qu'on ait des routes de qualité, donc il faut s'habituer à sauter. Il faut avoir des sursauts. On a vu Thomas Sankara au Burkina Faso. Oui, c'est un militaire. Les gens peuvent se lever. Thomas Sankara n'a pas été élu. Assez, c'est assez. Thomas Sankara n'a pas été élu. Thomas Sankara, c'est un militaire. Il faut bien voir. Et Rosalie. Je n'ai pas envie de vous dire comme pour dire. Et Rosalie, Oui. s'agissant des routes, je vais te dire que j'ai été meurtri quand j'ai vu qu'à peine la route de Douala-Yabassi est livrée, que cette route-là s'écroule. Elle n'était même pas livrée, mon cher. Je n'ai pas... Et on est dans un partenariat... Elle est encore en travail. C'est-à-dire que c'est une entreprise nationale qui a construit cette route-là. Comment peut-on rembler un ravin et ne pas soutenir le remblai? Comment on en arrive là? Ce qui en est des routes, ben si moi c'est qu'on lit, on vous dit le barrage de Naktigal a déjà 2 grandes fissures verticales. À quel moment le barrage est construit? Donc, un ouvrage neuf C'est pas incroyable. est déjà fissuré, mais le jour où il y aura l'eau, parce que l'eau, c'est une force qu'on maîtrise très peu. Le jour où ça va Lâcher. casser cette affaire-là, on va évoquer d'autres problèmes. En fait, ce sera une opportunité pour dépenser 2 fois plus encore. Allez, on fait parler quelques téléspectateurs encore ce soir. Waouh, comment comprendre que dans une rue publique où l'on ne respecte pas le bien public du fait du carriérisme, affairisme, le non-respect des tests et des lois que manifestent certains administratrons, à nous pondre des routes ne respectent pas les normes de la technologie d'avant-garde. Je risque d'être demain du côté de Sombengue où le préfectron de la Sanaka maritime invite toutes les élites du coin pour une réunion suite au désastre causé par les pluies à voir piste en piteux état et pont cassé. Où est le nom Guy pour nous envoyer aussi un peu de roublon financier en cette période de crise et rentrée colère? C'est Masok Thomas qui nous écrit « Encore l'affaire de route. Oh, que la paresse nous a gagné. Nos parents faisaient ces routes à pied, mais madame, il y a un véritable problème qui se pose. Les charges de gros porteurs ne sont pas respectées. Lorsqu'on conçoit une route toute neuve, on tient compte des charges pour éviter les dégradations rapides de ces routes, mais on les réceptionne avec une grosse enveloppe derrière. La faute au concepteur et aux réceptionnistes des dites infrastructures. » C'est Franck qui nous écrit depuis Bokito ce soir. Autre réaction enregistrée. Bonsoir au grand panel du Grand Soir, Maman Rosalie. Les paramètres qui entrent en jeu pour l'étude d'une route nous permettent de donner avec exactitude la durée de vie d'une route. Seulement après étude technique et les matériels choisis pour la réalisation ne sont plus les mêmes et le résultat est celui que nous connaissons tous. Les budgets de ces routes sont à plus de 60% dans les poches de l'ensemble des parties prenantes de ces projets. Au Cameroun, les responsables des projets routiers s'achètent des véhicules de plusieurs dizaines de millions et construisent de gros bâtiments avant même que le chantier routier ne soit installé. C'est Jean-Bruno Afanoyan qui nous écrit ce soir depuis Nitoukou, où il est retourné. On le croyait déjà libéré de Nitoukou. Apparemment, on t'a attaché là-bas, mon frère. Accroche-toi. Bonsoir Maman Rosalie, je ne pouvais pas me retenir vu que depuis 6 mois aujourd'hui, je n'entre plus à Douala en journée à cause du Carrefour Musique où tu prends 3 heures pour traverser et tu utilises 45 minutes Douala-Bouya. Ensuite, la capitale économique comme Douala a une entrée où sont passés nos rails pour aller en Konsamba et Kumba. En passant, pourquoi réduire 3 voies à une piste comme la sortie ouest vu l'influence? Je vais plus loin pour demander où est passée la décentralisation qui a trouvé l'échec avant l'implémentation. Vraiment, rentrons dans le fédéralisme où nous-mêmes on va gérer nos routes. Enfin, nous disons merci au régime après 41 ans. Ils se sont retrouvés comme la sortie ouest de Douala. Bonne émission, la maman. Merci. Bonsoir Rosalie. Cette guerre est loin d'être finie.
car elle fait bénéficier les quelque chose de la République qui savent quand les assaillants viennent opérer. Le gouvernement n'a pas encore atteint l'apogée du bilinguisme, il reste encore à faire. Le respect des normes pour la construction des routes à la Crevettonie et l'entretien est resté au calendrier grec. Rosalie, tout le gouvernement camerounais en exil au Cameroun. Nous faisons des choses comme si nous irons vivre en Mars. Rien que les slogans hostiles pour s'éterniser au pouvoir, nous sommes déjà morts. On attend l'enterrement. Si les grandes métropoles sont ainsi, comment sera Mebomezoa, Ngwan ou Milamba? Bonsoir à tous, bon panel, c'est Saturant Eric Daniel là-bas depuis Odia, Borne 10. Qui nous écrit ce soir. Bonsoir Rosalie et à ton plateau. Ils sont toujours dans leur voiture de luxe. Ils vont ressentir les nids de poules là comment. Ils n'arrangent pas les routes mais ils veulent que les citoyens payent normalement le péage. C'est ridicule. C'est Titus qui revient du côté de Boya. Rosalie, faites un tour du côté de la nouvelle autoroute Simalène au niveau de l'échangeur qui va à Hala. Vous y trouverez de la boue sur le goudron. Les drains sont bouchés. L'eau et la boue qui viennent des altitudes se déversent sur la chaussée, détruisant tout au passage. Le problème, c'est le manque de suivi après exécution et réception. S'il est vrai que l'exécution même des travaux même laisse à désirer, le sous-développement se manifeste aussi par l'absence et la mauvaise qualité de la route. Nous y sommes en plein. C'est dommage. C'est Hubert Volo qui nous écrit. Bonsoir au plateau, une thématique d'actualité dans toutes les régions. La faute à tous. La faute à l'État qui est chargé de tout superviser et créer un imbroglio avec des services multiples qui ne connaissent pas leurs compétences, ministères et collectivités territoriales décentralisées. 2. La faute aux entreprises qui ne respectent pas les clauses du contrat. En 2014, l'entreprise Andrade Zagop Gutierrez qui a construit la route Ngaoundéré-Minganga a été obligée de la reconstruire en 2015 parce qu'elle se dégradait avant son inauguration. Elle n'avait pas respecté l'épaisseur du bitume. 3. La faute aux agents des péages qui volent l'argent de l'État. 4. La faute aux commerçants qui s'installent sur la chaussée. 5. La faute à tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir et n'aiment pas le Cameroun. En 2005, on faisait 10 heures de route entre Kousséri et Ngaoundéré. Aujourd'hui, c'est 23 heures. Il y avait quoi avant? Bonsoir Rosalie au panel, on n'aime pas notre pays, on est dirigé par des étrangers, ils vont rentrer chez eux bientôt. La fin, à Teba du côté de Nkwaba. Enfin, Côte d'Ivoire, Rosa. Rappelez aux profs qu'on gère l'héritage que le prédécesseur nous a légué avec les difficultés inhérentes. Le régime ne veut pas de solution. Quand le RDPC quittera, tout ira bien. Vous le savez, cette situation malheureuse profite à des gens en place, y compris les gestionnaires des armes de chaque camp. C'est Amara qui nous écrit depuis Abidjan. Le Burkina Faso est présent ce soir, le 226. Ouais, madame, avec ses lunettes de papillon à rendre fou. Pas au début. Madame, l'heure est grave. Madame, le professeur a tout dit. Tout pays qui veut se développer développe son réseau de chemin de fer. Vous avez le fer, le bois. Mais le président dernièrement en Chine pouvait demander aux Chinois la construction du chemin de fer, mais rien. Vraiment, la route Ngaoundéré jusqu'à Kousséri, c'est grave. C'est Paul qui nous écrit depuis Ouagadougou. La peur nous pousse à accepter ce que l'État fait aujourd'hui. Il faut remettre ce pays au nord-ouest. Tout sera changé sûr à 100%. Ondoa qui nous écrit depuis Kribi. Dégradation des routes, à qui la faute? Paul Bière, responsable de la dégradation de notre pays. Argument 1. Qui nomme les ministres? 2. Le peuple a choisi qui pour diriger? 3. J'ai 28 ans et je n'ai jamais vu le président de mon pays. Ainsi, toutes les infrastructures de mon époque ne l'ont jamais vu aussi. 4. Qui a légalisé la corruption? Tout ça, c'est lui. Donc, si on n'a rien, lui, il a trouvé l'accusé. Bonsoir Rosalie et à tout le grand panel et aux millions de téléspectateurs à qui la faute au président de la République, Jolie Minko, qui nous écrit depuis Sang-Mélim. S'agissant des routes, le véritable problème du Cameroun, ce n'est pas de construire la route, mais c'est son entretien. Le véritable problème. Or, avec notre État qui est hyper centralisé, on sait bien que l'État n'a pas les moyens pour l'entretien, d'où la décentralisation qui n'arrive pas. Bonsoir Rosalie, c'est Manga Léopold. La route au Boutendom est coupée en deux.
C'est l'ex-belle famille du président Biya. Bonsoir à vous, moi c'est Laurent depuis EDA. Vraiment je suis dépassée avec les gens qui disent arranger nos routes et nos ponts, vraiment déplorables. S'il te plaît le paie pas, sauve-nous avec les routes, EDA c'est grave, merci. Bonsoir Rosalie, lors du débat d'orientation budgétaire, en juin, un député a proposé au gouvernement la création de l'ONIRIM, Office national des infrastructures routières et immobilières, chargé d'un entretien permanent des routes bitumées et des bâtiments administratifs. La réponse du MINFI à cette préoccupation était favorable. L'idée mérite qu'on la mûrisse vivement, que ce projet aboutisse, il y a urgence. Les dégâts sur les biens, les hommes et l'économie sont immenses. Signé Martine depuis Douala. Donc on ajoute encore quelque chose sur la mine dure, sur le mine TP, sur le mine transport, sur les mers, dans les collectivités territoriales décentralisées. On vient encore ajouter mine quoi là? Mine Riri. Bonsoir à vous, je vous assure, le Cameroun est déjà indépendant. Nous avons juste un gros problème que nos dirigeants intellectuels, comme on le sait, sont conscients de tous ces mots, mais sauf qu'ils ont choisi de détruire le pays. Ils le font sciemment. La seule solution, c'est qu'ils libèrent tout. Platini depuis Yaoundé. Vous êtes très nombreux, mais je ne peux pas poursuivre la lecture puisque le temps imparti à cette émission est arrivé à son terme. On ne va pas partir avant de dire au revoir à nos chers invités, sans déjà vous annoncer que nous serons encore en poste demain lorsqu'il sera 21h dans le cadre de votre émission À vous la parole. On le sait, la semaine dernière, on a échangé avec Amon-Claude Abanda, le représentant résident de l'IAI Cameroun. Demain, vendredi, nous sommes en compagnie d'un candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025, Marcel Mvondor, pasteur, entrepreneur et bien sûr homme politique. Il aura donc l'occasion face à vous de s'exprimer. On aura l'occasion de le découvrir, de comprendre pourquoi, étant à la base militant du RDPC, il est aujourd'hui candidat à la présidentielle face au président Biya. Et bien sûr, on le parlait tout à l'heure, il remet en question la souveraineté du Cameroun, comme le professeur le faisait sur ce plateau. Et on aura l'occasion bien sûr d'avoir son regard dans le cadre de cette émission demain. Le rendez-vous est donc déjà pris sur les antennes d'Info Télévision. À vous la parole, vous le savez, c'est votre émission de face à face sur la chaîne qui monte, la chaîne de proximité et de vivre ensemble. Et c'est tous les vendredis dès qu'il est 21h. Donc, on sera ensemble demain. Mais pour ce soir, je remercie le panel qui nous a accompagnés. Merci pour ça. Merci à vous, Emmanuel Mbenou, et merci à Jean-Colin Defosoka. Ismaël était encore bien installé derrière les caméras. Ce soir, Guy Fernand était installé derrière la machine de diffusion. Moi, je vais simplement vous laisser en compagnie de Lénis Ndiele, qui est là pour le journal en anglais. Karine Okomo sera là pour le journal en français lorsqu'il sera exactement 20h. Respect, monsieur Dieudonné Yvan. À demain, 17h.